Verra-t-on réellement la construction d'un nouvel oléoduc et quels obstacles restent encore à surmonter? Yvan Clich est spécialiste de l'énergie au Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal. Monsieur Clich, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, j'aimerais commencer tout d'abord avec votre réaction au départ assez fracassant de M. Guilbeault et ce que ça augure pour la suite. Bien, c'est sûr que c'est facile à dire a posteriori, là, le départ de M. Guilbeault. Écoutez, M. Guilbeault avait quand même travaillé très fort. Il avait imprimé sa marque sur des mesures, je dirais, assez costaudes là, en faveur de la décarbonation de l'économie canadienne, notamment le plafond sur les émissions de gaz à effet de serre de l'industrie pétrolière. C'était véritablement quelque chose qui était quand même assez costaud là, dans l'effort global pour réduire les émissions de cette industrie qui contribue à peu près le tiers des émissions de gaz à effet de serre au Canada. Malheureusement, c'était devenu vraiment un objet de contentieux très vif avec l'Alberta. Et l'Alberta en avait fait vraiment, en tout cas les dirigeants actuels de l'Alberta en avaient vraiment fait un cheval de bataille. C'était pour eux absolument impératif d'enlever cette réglementation parce que, selon eux, elle allait contribuer à limiter artificiellement la production de pétrole et de gaz en Alberta et donc de limiter leurs revenus. Alors, aujourd'hui, ils peuvent effectivement crier victoire, mais c'est sûr que pour M. Guilbeault, ça devenait peut-être assez intenable de rester dans un cabinet qui allait contre, maintenant, qui retirait la mesure phare qu'il avait mise en place pour limiter les gaz à effet de serre provenant de l'économie canadienne. Mm-hmm. Les Premières Nations côtières de la Colombie-Britannique sont catégoriques. La présidente des Premières Nations côtières et de l'initiative Great Bear a déclaré qu'elle n'autoriserait jamais les pétroliers sur leurs côtes et que ce projet de pipeline ne verrait jamais le jour. Comment est-ce que le projet peut vraiment aller de l'avant dans ces conditions? Ben, je pense qu'il y a vraiment un vent de face très fort, là, on pourrait même dire là, presque une tempête très forte contre la réalisation de ce projet-là, parce que le gouvernement actuel de la Colombie-Britannique et les communautés autochtones se déclarent absolument non intéressés. Ils opposent une fin de non-recevoir. Donc, malgré disons, l'espoir. En fait, ce qui est assez étonnant aujourd'hui, là, quand on regarde le Canada, quelqu'un qui viendrait ici chez nous, il serait vraiment étonné de voir le langage qui est utilisé par la Colombie-Britannique, qui oppose une fin de non-recevoir ferme à ce projet, autant du côté des autorités politiques que des communautés autochtones, et de voir ensuite l'Alberta célébrer comme si c'était un grand jour et dire, ben ça y est, nous, maintenant, la voie est libre pour pouvoir développer notre industrie et l'exporter davantage à travers le monde, je dis bien nos ressources fossiles, et pouvoir les exporter davantage en utilisant évidemment le territoire des provinces voisines. Alors, le contraste est franchement frappant entre l'atmosphère politique qui règne en Alberta et celui de la Colombie-Britannique. Et si on se fie honnêtement au langage qui est exprimé dans la province de la Colombie-Britannique, mon Dieu, il semble que ça va être vraiment un très long parcours, un très long chemin, un dur dossier que de pouvoir convaincre les gens de la Colombie-Britannique, les autorités politiques actuelles et les communautés autochtones de ne serait-ce même d'écouter une proposition. Donc, la tâche s'annonce franchement ardue pour les promoteurs albertains. Justement là-dessus, est-ce que vous voyez un scénario dans lequel la Colombie-Britannique pourrait appuyer ce projet? Ben, moi, je pense que de façon réaliste, et je m'étonne qu'on n'en parle pas plus que ça. Écoutez, il y a Trans Mountain qui existe déjà. On peut additionner déjà pas mal de dizaines de milliers de barils d'exportation à travers le projet qui existe déjà. Le propriétaire du projet, c'est le gouvernement fédéral. La Colombie-Britannique s'est dit ouverte à ce projet-là. Donc, moi, je pense que de façon très réaliste et de façon rationnelle, parlons donc de ce projet-là au départ. Déjà, quand même, on va contribuer à exporter davantage de pétrole canadien vers le marché asiatique. Donc, ça, c'est numéro un. Moi, je pense que ça devrait être ça la priorité. Puis quant aux autres, ben mon Dieu, ben que les promoteurs cessaient. Il va falloir, à mon avis, assurément avoir des retombées économiques extrêmement significatives pour la Colombie-Britannique et surtout aussi pour les communautés autochtones qui seraient impactées par le projet. Il va vraiment falloir, je pense, si on entend bien le discours qui est émis de ce côté-là du Canada, il va falloir véritablement là, qu'on fasse preuve de créativité pour pouvoir convaincre ces gens-là que, dans le fond, les bénéfices vont l'emporter sur les coûts et sur les impacts environnementaux et sociaux.
Oui, c'est pas gagné, mais le premier ministre Carney a été clair aujourd'hui que sans promoteur privé, il n'y en aura pas de l'éduc. Alors, qu'est-ce que cette entente aujourd'hui, est-ce qu'elle va pouvoir vraiment attirer un investisseur privé et qui va le construire, ce pipeline? Non, écoutez, je pense que ça va être difficile. On verra la suite, là, mais l'industrie canadienne est échaudée. Et même les investisseurs étrangers, là, face au développement des énergies fossiles au Canada, et notamment des pipelines, ils sont échaudés. Ils ont vu ce qui s'est passé pour les derniers projets. Ils ont vu que c'était extrêmement difficile et certains projets n'ont même pas été réalisés malgré beaucoup d'argent qui ont été investis. Le projet Trans Mountain s'est réalisé, mais à un multiple important des coûts qui étaient initialement prévus. Donc, moi, je pense que c'est ce qu'on entend, là, cette dichotomie de langage entre deux provinces voisines qui sont éminemment concernées par le projet. Il n'y a rien de quoi leur assurer des investisseurs. Moi, je pense qu'il y a beaucoup dans les conseils d'administration de ces entreprises qui vont dire, écoutez, essayez donc de voir là, si les politiciens peuvent d'abord s'entendre là, puis dire que oui, on est ouvert à recevoir un projet, puis une fois que ça sera peut-être fait, et c'est loin d'être sûr que ce soit le cas, bien là, nous, peut-être qu'on lèvera la main, puis qu'on verra à développer un projet. Mais moi, si j'étais dans un conseil d'administration, je dirais, il faut que les provinces s'entendent parce qu'on ne veut pas, nous, arriver puis être continuellement aux prises à chaque jour avec des contestations politiques, environnementales, des règlements qui vont aller dans tous les sens. C'est impossible de réaliser des projets de dizaines de milliards de dollars dans ces conditions-là. C'est quand même frappant parce qu'avec l'opposition actuelle, en quoi la situation est-elle vraiment différente de celle d'il y a environ 10 ans lorsqu'Ottawa a abandonné carrément le projet Northern Gateway? Oui, effectivement, on a l'impression, vous avez raison, qu'on replonge là, dans les mêmes débats. Le secteur de l'énergie au Canada est très clivé. Il est clivé, entre autres, parce que il y a une concentration géographique de la production pétrolière au Canada, en Alberta, et que cette province est enclavée. Alors, je pense qu'il y aurait le secteur énergétique canadien serait beaucoup moins clivé si les producteurs de pétrole et de gaz seraient mieux distribués au Canada, comme c'est le cas aux États-Unis. Hein, il y a une bonne trentaine d'États sur 50 qui sont impliqués dans l'industrie pétrolière et gazière ou même dans le domaine du charbon. Au Canada, c'est concentré, donc on le sait, Alberta, puis un peu Saskatchewan et Terre-Neuve. Puis la province qui a le plus de ressources doit avoir la collaboration des autres territoires pour pouvoir exporter, ce qui n'est pas le cas également aux États-Unis où on a facilement accès à la mer pour transporter du pétrole et du gaz. Alors, cette donne-là fait en sorte que dans un contexte de transition énergétique, c'est devenu un sujet extrêmement sensible, c'est devenu un sujet très clivant, et puis c'est devenu presque aussi un débat entre le monde ancien et le monde nouveau. Donc, ça fait en sorte que pour des promoteurs, tout ça concourt à un contexte très difficile pour consacrer les dizaines de milliards de dollars pour pouvoir faire ces canalisations qui permettraient donc cette exportation vers les marchés étrangers. Yvan Clich, merci encore une fois d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, monsieur. Au plaisir.